Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un spectacle de désolation auquel les Niamais ont assisté hier suite aux manifestations des étudiants au cours desquelles plusieurs biens matériels, privés comme publics, ont été sérieusement endommagés. C'est la deuxième sortie du genre de ces étudiants qui a suscité ce territorial de l'Hajj Moussa Amani. Oui, et ce fut un bis repetita plus malheureux et davantage condamnable. Une mise à sac avec hargne et mépris de biens sociaux autant étatiques, vous l'avez dit, que privés. Les privés qui ont acquis ces biens le plus souvent suite à d'énormes sacrifices et de privations de toutes sortes. Les images de ces casses organisées que vous verrez après cet éditorial sont, comme on le dit, plus parlantes que les mots appropriés. Mais mieux, elles nous interpellent pour nous donner objectivement à réfléchir, à nous interroger sur le lien qu'on pourrait établir entre ces casses qui ne sont que des actes de pur vandalisme, il faut le souligner en passant, et les revendications des étudiants. Revendications liées, pour précision, à l'aide sociale. Oui, quel lien? Quel lien quand on sait que généralement, la démarche jusque-là imprimée aux manifestations estudiantines et scolaires se fonde sur le dépôt d'une plateforme revendicative qu'on cherche à faire aboutir à force de négociations, de discussions, de slogans, de points levés ou pire, en décrétant un arrêt unilatéral des cours. C'est une démarche, ou tout au moins c'était une démarche. Elle était civilisée parce qu'elle excluait de facto toute forme de violence, d'agression ou, dans le cas d'espèce, de destruction du bien public et privé. Toute chose que les étudiants eux-mêmes ont d'ailleurs regretté lors des premières manifestations. Ils avaient même promis, acquis de droit, qu'elles n'arriveraient plus jamais après avoir obtenu la libération de leurs camarades interpellés par les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, à l'épreuve du temps et des récentes occurrences, le constat est bien là. Plus amer et plus criard, engageant plus qu'hier la responsabilité des dirigeants des structures organisatrices de cette manifestation. Responsabilité directe ou indirecte, mais responsabilité quand même, ne serait-ce que morale. Elle est plus dérangeante parce qu'embarrassante pour la conscience, pour l'esprit. Et face à cette responsabilité, vous trouvez irrémédiablement, vous le savez, celle de l'État. L'État avec un grand E. Responsabilité dictée par ses droits, ses devoirs, légaux ou constitutionnels. Droits et devoirs, et je me permets de les ajouter, obligation d'assurer en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances la protection des citoyens, de leur matériel et de leurs biens. Tout comme ceux d'ailleurs du domaine public. Alors il est souhaitable que des occasions ne lui soient pas données à l'État d'exercer ses prérogatives. Ces responsabilités de la puissance publique et des étudiants, je le pense, ne sont pas contradictoires. Elles peuvent être fusionnelles dans le temps et l'espace parce que propriété du responsable d'aujourd'hui qui est l'État et des responsables de demain que sont les étudiants. Aujourd'hui, c'est-à-dire le présent, et demain, c'est-à-dire le futur, qui illustre parfaitement ce projet ambitieux de Niamey Niala qui est malheureusement et systématiquement à chaque sortie des scolaires étudiants l'une des cibles de ces manifestations. Des pneus brûlés, dégradant monstrueusement l'asphalte des routes construites à grands frais par l'État, les infrastructures routières détruites, les réalisations d'embellissement de notre capitale saccagées nous donnent un spectacle qui doit pincer, oui, douloureusement le cœur de tout bon citoyen. Pourquoi et que diantre s'en prendre à ces biens communs qui doivent faire la fierté de tous? Pourquoi cette furie destructrice? Pourquoi doit-on à chaque fois amener les gens sur le chemin pénible de Sisyphe, autrement dit, à reprendre éternellement les choses? Sisyphe n'est pas nigérien. Et comme le dit votre adage, notre adage de Nigérien, quand tu ne peux objectivement augmenter le volume de graisse de la gueule tapée pour apprécier son embonpoint ou sa beauté, laisse-le là où il est. Laisse-le là où tu l'as vu. Cela n'est pas un vain mot, un vain adage, ça doit être un comportement de tout temps, de tous les Nigériens, sans exception. C'est en effet un spectacle de désolation auquel les Niamais ont assisté hier suite aux manifestations des étudiants et pour constater l'ampleur des dégâts occasionnés. Une de nos équipes est retournée ce matin sur les lieux. C'est un constat de Jocelyne Amoussou, Issou Suleiman et Hadiza Hamidine. C'est ici que la colère des étudiants a commencé, à la NAB, l'agence nigérienne des allocations et des bourses. Et le tour ce matin sur les lieux nous montre le spectacle désolant.
Grilles de fenêtres arrachées, motos saccagées, télévisions cassées, climatiseurs et même les arbres n'ont pas été épargnés par la furie des étudiants. Et même si l'ANAB a ouvert ce matin, aucun agent ne travaille et personne ne veut se prononcer sur le bilan des dégâts. Même constat du côté du ministère de la fonction publique, du ministère de l'emploi et de la CNSS, où les étudiants de passage ont pris l'immeuble en sandwich, le saccageant de part et d'autre par des jets de pierre. C'est ainsi que les vitres arrière de la CNSS ont été presque toutes cassées. De même, les voitures des deux ministres, celui de la fonction publique et celui de l'emploi, ont fait les frais des étudiants. D'autres véhicules appartenant à des particuliers ont subi le même sort, ainsi que les enseignes lumineuses identifiant les deux ministères. Face à ces dégâts matériels, la grande question reste comment remédier à ces genres de spectacles. Et relativement à la situation née des manifestations des étudiants, le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, a tenu cet après-midi un point de presse après avoir stigmatisé l'attitude des étudiants. Le gouverneur de Niamey dresse un bilan des casses occasionnées par la sortie des étudiants à travers la ville de Niamey. Nous l'écoutons. Au niveau de l'ANAB, ils ont saccagé un véhicule Toyota, 5 motos qui ont été endommagées, un ordinateur portable HP, un poste téléviseur, 4 climatiseurs et des vitres, des portes et fenêtres qui ont été saccagées. Au niveau du ministère de l'Environnement, il y a 8 véhicules qui ont été endommagés, dont celui du secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement. Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, 11 véhicules ont été concassés, dont celui des ministres des Transports et le véhicule du ministre de l'Emploi. Des véhicules qui portent le drapeau national. Au niveau de Areva et de Somaïr, il y a 7 véhicules qui ont été concassés également. Au niveau donc du ministère au niveau de la Caisse et au niveau de Somaïr et Areva, il faut rappeler que là aussi les vitres des portes et fenêtres n'ont pas été épargnées. Dans tout ce lot-là, il y a aussi bien des véhicules appartenant à l'administration, qui sont au nombre de 12 environ, mais aussi il y a des biens privés qui appartiennent à des personnes privées qui, Dieu seul sait comment ils se sont arrangés pour acquérir ces biens-là. Aujourd'hui, ces étudiants se sont mis à casser le tout. Seulement, ce que ici, moi, je tiens à rappeler, c'est que tout un chacun doit comprendre que nous sommes dans un état de droit et un état de droit à ses règles. Et que tout le monde doit respecter ces règles. Les étudiants ont posé des actes. Effectivement, il y a eu des interpellations. Et en tout cas, tous les acteurs de ces actes vont répondre devant les juridictions. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas comprendre quand même qu'un étudiant qui est de surcroît universitaire puisse ignorer cette loi sur l'administration publique. La question qu'on se pose également, un étudiant qui est demain appelé à assurer les hautes fonctions de l'État, s'attaque en tout cas au symbole de l'État à travers les 2 véhicules des ministres qui portent des drapeaux du Niger, qu'ils ont cassés comme ça, et croire que c'est fini, ils vont rester en tout cas impunis. Je pense que trop se trouve, on ne peut pas continuer à regarder ce qui est fait dans ce pays. Chaque Nigérien a un droit d'aller et de revenir. L'État que nous représentons a le devoir d'assurer en tout cas la quiétude pour tous les citoyens vivant sur le territoire de la ville de Niamey. Les actes de vandalisme auxquels se livrent les scolaires de la capitale ne sont pas de nature à accompagner
Les efforts des autorités nigériennes, qu'il faut le reconnaître, multiplient les réalisations en faveur des populations. Pour preuve, les différents chantiers engagés dans la ville de Niamey dans le cadre du programme Niamey-Niala se poursuivent normalement de Harobanda à Goudel et Tondibia en passant par le boulevard Askia Mohamed et la pose des rails de la boucle ferroviaire. L'avancement des travaux est appréciable. Au constat de nos reporters Tahir Hassan et Moussa Yahya. À l'instar de l'ensemble du pays qui a bénéficié d'importants investissements pour la réalisation d'infrastructures routières depuis l'avènement de la 7e République, Niamey, la capitale, est en perpétuel changement avec plusieurs ouvrages déjà réceptionnés et ouverts à la circulation. Cette tendance se poursuit avec plusieurs chantiers en cours ou en finition dans tous les quartiers de la capitale. C'est ainsi que de Harobanda à Tondibia, en passant par Goudel et le boulevard Askia Mohamed, mais aussi au rond-point des Martyrs où un deuxième échangeur sera construit, ou encore de la ceinture verte à la sortie route de Dosso où les rails de la boucle ferroviaire sont posés. Ce sont de nombreux chantiers qui sont en train de changer le visage de Niamey, la capitale. Les objectifs dans le cadre global, c'est d'abord le programme de développement des infrastructures qui s'inscrit dans le cadre du programme de la Renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, un volet qui concerne la modernisation des villes. Tous ces travaux qui se situent à Niamey s'inscrivent dans ce cadre-là. Donc je parle de modernisation des villes, il ne s'agit pas seulement de la capitale. Les autres capitales aussi ont leur programme. À Harobanda, par exemple, c'est le souci d'embellir la ville de Niamey et d'y améliorer les conditions de circulation qui a amené les autorités à greffer au projet de la route Niamey-Namaro une portion urbaine de 5 km 700. En fait, Niamey-Namaro Faré, au début, du PK0 au PK4, donc les travaux sont en 2 fois 2 voies, séparés par des glissades de sécurité en béton armé. Et du PK4 au PK5700, c'est une chaussée de 10 mètres, plateforme 10 mètres et une seule voie de 7 mètres avec les accotements de 1,5 mètres de part et d'autre. Vous savez que la route de Torodi, il y a beaucoup de marchandises qui passent et la route était très insuffisante de la plateforme. C'est pourquoi on a agrandi pour permettre aux usagers de se déplacer sans gêne. Et c'est dans le cadre aussi de la modernisation de la ville de Niamey. Quant au calvaire des habitants de Goudel et de Tondibia, il sera bientôt un mauvais souvenir car l'État et ses partenaires ont engagé pour une durée d'1 an les travaux de bitumage de la route Goudel-Tondibia faisant jonction avec une double voie sur le boulevard Askia Mohamed. Les deux font une distance de 18 km. Boulevard Mali-Bureau, on a vu que c'est une voie de 2 fois 2 voies de 6 mètres plus un terre-plein central de 8 mètres et qui est fait en pavé avec des trottoirs et puis des caniveaux. Parce que maintenant l'État a compris que le grand problème de Niamey c'est l'assainissement. Tant que Niamey n'est pas assaini, il y a des problèmes. Donc maintenant dans tous nos projets routiers, on prévoit de l'assainissement, on fait des caniveaux de part et d'autre de la route pour pouvoir évacuer rapidement les eaux afin que les gens ne soient pas dans la boue tout le temps. Le boulevard il fait 2 km 906. Voilà, il fait 2 km 906. Actuellement, la première partie elle est bitumée à 100%, à peu près 1 km 400. Donc le reste des travaux suivra et sans problème. La route Goudel-Tondibia, elle a plusieurs caractéristiques. Elle a au moins 3 caractéristiques. Du PK0 au PK1400, je pense, elle a des sections qui sont différentes pour les autres PK. Donc on espère, avec le déguerpissement, que les travaux seront achevés dans les délais. Un autre aspect important, la SATOM emploie 350 ouvriers alors que les 15 sous-traitants du projet utilisent 650 employés, ce qui fait un total d'1 millier de nos compatriotes employés pendant les 12 mois qui durent le projet. Aucun de ces chantiers ne traîne car les autorités attachent du prix au suivi régulier des travaux. Le niveau d'exécution varie des travaux préparatoires à la finition totale. Par rapport au niveau d'avancement, comme vous avez dit, un chantier qui est terminé récemment, qui a été ouvert à la circulation. Il s'agit de la section urbaine de Niamey-Namaro-Farié. Donc là, c'est un chantier qui est terminé dans le délai. Vous savez, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase rase campagne qui a été
inauguré le 18 décembre 2012 par le président de la République. Et après, il y a eu la tranche conditionnelle qui a concerné donc l'élargissement au niveau de la section urbaine en 2 fois 2 voies, avec ce que vous avez vu comme installation d'électricité, assainissement et marquage. Ce chantier a été réceptionné et tout s'est passé vraiment dans le délai. Maintenant, vous prenez la route Goudel Tundebia, avec le boulevard Askia Mohamed. C'est aussi un chantier qui se déroule normalement. Parce qu'à l'heure actuelle, le taux d'avancement des travaux est de l'ordre de 60%, pour une consommation de délai de 53%. Donc à ce niveau, on n'a pas de retard. Il y a une certaine avance par rapport à la consommation du délai. Nous avons bon espoir que ce chantier-là aussi va se terminer dans le délai, donc pour le bonheur des usagers. Le chantier de construction de l'échangeur place des Martyrs, vous savez, ça a été lancé il n'y a pas longtemps. Donc les travaux sont au stade préparatoire. Vous voyez que donc, la section est barricadée. Nous avons déjà effectué des sondages donc pour l'étude du sol de fondation. L'entreprise est en train de s'installer, donc de construire sa base. Et il y a des travaux qui ont eu lieu de renforcement là où on a dévié le trafic, comme vous voyez la section qui passe devant le petit marché vers la BOA BIA. On a fait, c'est dans le cadre de ce marché-là qu'on est en train d'entretenir ces trajets-là. Ces trajets-là qui reprennent le trafic qui est dévié. Il y a aussi la route qui passe devant entre le musée et le CCFN. Cette route aussi va être en tout cas renforcée avec du butin bitumineux. Et même ici au niveau de la section du rond-point hôpital qui va vers la porte, elle est fortement dégradée. Donc dans le cadre du même marché, il est prévu en tout cas de renforcer ces axes-là. Le chemin de fer, comme vous avez constaté, il y a à peu près donc un peu moins de 2 semaines la visite de son Excellence le président de la République sur le chantier. C'est un chantier qui a aussi démarré. Donc ça aussi, ce n'est pas seulement, ça ne concerne pas Niamey, ça concerne la boucle ferroviaire, qui est un autre programme, toujours dans le cadre du développement des infrastructures. C'est dans les engagements, en tout cas de son Excellence, de réaliser la boucle ferroviaire. Et on est passé donc une fois de la promesse à la concrétisation, si on peut le dire. Donc c'est un projet qui est en train de se concrétiser et nous avons bon espoir que ce projet-là va se dérouler normalement. A noter que la pose des rails de la boucle ferroviaire entamée au niveau de la gare 6 à la ceinture verte est déjà arrivée à l'aéroport, précisément au-delà du PK5, donc un peu plus de 5 km. Niamey, la coquette, c'est l'objectif assigné à Niamey-Niala, un volet important du programme de renaissance du président de la République Issoufou Mahamadou. Et à ce rythme, bientôt Niamey disposera de toutes les infrastructures d'une capitale moderne. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du Ben Isnex. Le Ben Isnex a constaté que lors des débats publics sur les médias, certains acteurs se permettent de se présenter comme des enseignants, chercheurs. Pour cette raison, le Ben tient à faire la mise au point suivante. Monsieur Hassan Boubacar et Maïna Karti Boukar ne sont pas des enseignants-chercheurs et ne sont donc pas militants du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur. Les actes qu'ils posent n'engagent pas la responsabilité de la communauté des enseignants-chercheurs. Le Ben Isnex profite de cette mise au point pour rappeler à ses militants et militantes que le décret numéro 2013-201/PRN/MEM/SR du 31 mai 2013 portant approbation de la charte d'éthique et de la déontologie des universités publiques du Niger leur impose un devoir d'expression en termes mesurés et objectifs. L'enseignant-chercheur doit être une référence constante en termes de compétences, d'objectivité, d'intégrité et de tolérance. Pour le Ben Isnex, le camarade secrétaire général Nabala Adara. La suite de cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulabo, est depuis ce matin dans la région de Maradi où se déroulent les travaux de la réunion annuelle
des cadres de l'agriculture. Le ministre est accompagné du haut commissaire à l'initiative 3N. Reportage Sanoussi Garba et Adine Algalas. La délégation ministérielle composée du ministre d'État Abdoulabo, de la ministre de la Population Dr Mekibi Kadiatou Dandobi, le haut commissaire à l'initiative 3N, Allahouri Diallo, et l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Niger, a été accueilli par les autorités administratives, élus et coutumières, ainsi que plusieurs responsables centraux et régionaux. Aussitôt après son arrivée, le ministre d'État Abdoulabo, en compagnie du haut commissaire à l'initiative 3N, a présidé la poursuite des travaux de la réunion annuelle des cadres de l'agriculture. Ouvert lundi dernier, les travaux de cette importante rencontre du ministère en charge de l'agriculture interviennent au moment où les paysans attendent de démarrer la campagne agricole. Ce matin, les travaux ont porté sur les communications des responsables des différents projets et programmes intervenant dans le domaine de l'agriculture et notamment l'écriture irriguée. Environ 20 projets et programmes sur l'ensemble du territoire national vont mettre en œuvre une multitude d'actions et activités s'inscrivant en effet dans la dynamique de l'initiative 3N qui, dans sa phase actuelle, est sur son plan d'accélération. Aussi, les différents intervenants ont-ils donné des précisions, chiffres et montants à l'appui et les superficies sur lesquelles ils comptent intervenir si ce n'est déjà en cours pour cette année 2014. Tout ceci dans le cadre du renforcement des capacités des exploitants agricoles. Toute chose se rapportant opportunément au thème de cette rencontre, à savoir les exploitations agricoles familiales jouent les premiers rôles dans la fourniture des aliments, l'emploi rural et les revenus de la majorité des Nigériens. Elles sont de ce fait la cheville ouvrière de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Cet après-midi, les travaux avant leur clôture ont porté sur la maison du paysan. À noter aussi que le ministre d'État Abdoulabo, en compagnie toujours du haut commissaire à l'initiative 3N, se rendit à Giratawa sur le site des aménagements en extension sur une superficie de près de 400 hectares et pour lesquels l'État a déboursé la coquette somme de 3,120 milliards de francs CFA. À l'état actuel des travaux, l'ONAHA a pratiquement fini le surfaçage du périmètre, mais les exploitants, au nombre de 800, ont porté à la connaissance de la délégation ministérielle le problème des polices d'abonnement Nigélec dont le montant s'élève à 70 millions de francs CFA. Qui va payer la note? La question a été posée et le ministre d'État a préconisé pour un début de solution que les mairies concernées au nombre de 4 se concertent afin de voir dans quelle mesure elles peuvent intervenir. Autre difficulté, le Goulbi a débordé de son lit, les berges et voire le périmètre sont menacés. Ici, d'ores et déjà, le projet de mobilisation des ressources en eau PEMERSA s'est engagé à faire des travaux qui consisteraient à mettre des épis sur 36 km le long du Goulbi afin qu'il reste dans son lit. De son côté, la ministre de la Population, qui se trouve également à Maradi, a procédé ce matin en compagnie de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne à l'inauguration de la maison de la femme Goudia de la région de Maradi. Dr Mekibi Kadiatou Dandobi a aussi mis à profit son séjour à Maradi pour présider l'Assemblée générale constitutive du réseau des femmes élues locales du Niger. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. À l'instar des autres pays du monde, le Niger célébrera demain, 22 mai 2014, la journée internationale de la diversité biologique. Le thème retenu cette année est biodiversité insulaire ou biodiversité des îles. À cette occasion, le ministre de l'Environnement, Adamou Chefou, a livré un message. Conscient de l'importance et de la perte de la diversité biologique, le Niger a signé et ratifié 7 conventions respectivement le 11 juin 1992 et le 25 juin 1995. En effet, notre pays dispose d'importantes potentialités en matière de diversité biologique comportant les différents écosystèmes, la diversité spécifique et la diversité génétique de la flore et de la faune. Cette diversité biologique renferme en plus des biotopes 2761 espèces de plantes, 3200 espèces animales et 12 zones humides d'importance internationale. Notre pays a cependant fourni d'importants efforts en vue de protéger cette diversité biologique si riche et variée. C'est ainsi que le Niger s'est doté depuis 1998
d'une stratégie et de son plan d'action en matière de diversité biologique. Les objectifs poursuivis par cette stratégie et son plan d'action s'intègrent parfaitement dans ceux définis dans l'axe 3 du PDS 2012-2015 portant sur la gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire. Mieux, il concourt à la mise en œuvre de la stratégie de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, chers à son Excellence M. Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Brigitte Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie en général et du nouveau plan stratégique 2011-2020 en particulier, plusieurs actions ont été menées par notre pays, dont l'une des plus importantes est la création en mars 2012 de la réserve naturelle nationale et culturelle de Termit-Tintouma d'une superficie de 9 700 000 hectares pour la protection des antilopes sahélo-sahariennes. Le thème de la diversité biologique insulaire retenu cette année a été choisi pour coïncider avec la décision de l'Assemblée générale des Nations unies de désigner 2014 comme étant l'année internationale des petits États insulaires en développement. À l'échelle mondiale, environ 1 milliard de personnes sont tributaires du poisson comme principale source de protéines animales. Malheureusement, les ressources des océans diminuent dangereusement sous l'effet de la surpêche, de la pollution ou du réchauffement climatique. Cette baisse est particulièrement inquiétante dans les pays du Sud où le poisson, source de revenus pour des millions de personnes, revêt une importance majeure en termes de sécurité alimentaire. Le Niger, malgré son enclavement, dépend en grande partie de la biodiversité marine pour la satisfaction des besoins nutritionnels. Sur le plan de l'équilibre écologique, il faut aussi noter qu'il existe une étroite interrelation entre les écosystèmes marins et terrestres. La ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire, Binta Fouri Ibrahim, séjourne dans la région de Zender, où elle a effectué plusieurs visites dans les départements de Taketa, Kanché et Magaria. Le résumé de ces étapes avec Sandana Tahi et Laoli Babali. La ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire, Binta, a visité la direction départementale de l'aménagement du territoire de Taketa. Plusieurs difficultés ont été soulevées au niveau de cette direction. Dans le cadre du volet appui à la sécurité alimentaire de l'initiative 3N, Taketa a bénéficié d'une banque d'intrants agricoles et de charrettes asines qui ont également été visitées par la délégation ministérielle. Elle s'est ensuite rendue sur le site de récupération des terres de Dangoudaou, département de Kanché. Au total, 30 hectares de terres dégradées ont été récupérés pour une enveloppe de 25 millions de francs CFA payés à 400 ménages vulnérables en 4 mois. Les femmes ont également bénéficié des appuis pour exercer des activités génératrices de revenus, notamment embauche ovine ainsi que des actions d'accompagnement comme formation en technique d'élevage, en alphabétisation et en gestion de fonds communs.